D'abord, merci de votre présence à cette conférence de presse. Je vais vous expliquer en quelques mots, pour ne pas essayer non plus de monopoliser tout votre temps, mais comment est-ce qu'on va procéder pour cette conférence de presse, en essayant d'avoir un souci d'aller vite, mais en allant à l'essentiel, même. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un peu les gens qui sont autour de nous à la tribune. Sachez qui on va faire. Je vais partir à ma gauche. Rosette Acosta, qui est la secrétaire du comité régional CGT, Auvergne. Elena Blon, secrétaire générale de l'Union locale de Montluçon. À ma droite, Annie Témonomie, je vais reprendre mes notes pour essayer de ne pas me tromper, directrice de recherche honoraire de l'Institut national de la santé et de la recherche, et présidente de l'association PESA, et qui est une des associations qui sont à nos côtés, qui nous épaulent dans ce dossier relativement lourd. Donc à sa gauche, à sa droite, excusez-moi, il y a à ma droite, Christian Nicot, donc président de l'association de l'AMC, Association de la chimie, qui nous fera part aussi de leur expérience sur un sujet très proche de celui d'aujourd'hui qui nous réunit. Donc, oui, simplement, je trouve. Et en plus, donc, on est adhérent au réseau de l'association en représentant. Et tout au bout de la table, donc Maître Machelon, notre avocat conseil, qui nous épaule aussi dans ce qui nous concerne sur ce dossier. Donc voilà, tout d'abord, avant de parler du dossier, même si on a quelques médias aujourd'hui qui sont présents, qui ne sont habituellement pas dans les conférences de presse précédentes, donc je vais vous faire un petit historique rapide. Alors pour certains d'entre vous, ça va peut-être sembler être un redit, mais il me semble important d'expliquer pourquoi nous, CGT, on intervient dans un dossier comme celui-là. Tout d'abord, il y a maintenant 1 an et demi, environ, nous avons été interpellés par un médecin traitant du bassin montluçonnais qui avait comme patient dans son cabinet plusieurs salariés travaillant en environnement cycling et qui, les uns et les autres, avaient des symptômes cliniques similaires et inquiétants. Et regroupement fait, ces salariés travaillaient tous dans la même entreprise. Donc ce médecin traitant, il a, à son niveau, essayé de remuer les choses en interpellant certains élus politiques, certains services de l'État pour dire attention, je présage que dans cette entreprise, les conditions de travail peuvent être la cause de l'aggravation de la santé de ses salariés. Donc je vous mets en garde. Malheureusement, malgré ces différentes interventions, rien n'a été changé. Et donc c'est suite à ces premières interpellations qu'elle a fait le choix de venir nous voir, nous, organisation CGT, sur le bassin montluçonnais, là départementalement, puisqu'on s'est impliqué dans le dossier depuis le début, qu'allez-nous nous voir. Donc on a nous aussi pris le temps, je le dis, mais je le répète, on n'est pas arrivé comme ça subitement sur ce dossier pour se faire plaisir. On a pris 5 ou 6 mois pour travailler sur ce dossier, rencontrer les salariés, avoir et regrouper des témoignages. Et ce qui nous a conduit, dans un premier temps, à un rassemblement que pour certains ont ouvert au mois de février 2013 dans l'entreprise pour expliquer qu'il y avait un réel danger pour la santé des salariés. Nous en étant un an et demi après cette première initiative. Donc, je rappelle tout de même qu'on s'est fait vilipender, quasiment insulter, mépriser à cette époque-là, en expliquant que tout ce que pouvait dire la CGT était totalement faux, qu'on a monté de toutes pièces ce qu'on pouvait dire, et que tout allait bien dans cette entreprise, et que circuler, messieurs, dames, il n'y a rien à voir, tout va bien. Grâce à notre action, les choses ont évolué. D'ailleurs, tout ce qui pouvait être contredit à l'époque, aujourd'hui, ça a l'air vrai. Quand on expliquait qu'il y avait des taux de plombémie bien trop élevés dans cette entreprise, on s'entendait répondre à l'époque que ce n'était pas vrai. Les employeurs eux-mêmes, je vous invite dans votre travail d'investigation sur ce dossier à regarder ce qui a été dit par ces employeurs qui aujourd'hui se contredisent en disant qu'effectivement il y avait bien des taux de plombémie même supérieurs à 400 microgrammes. Donc je ne s'inquiète pas sur ces aspects scientifiques, je laisserai faire le soin de le faire. Donc aujourd'hui, tout ce qui pouvait être dit à l'époque, aujourd'hui confirmé. Malheureusement, et même si les conditions de travail sont aujourd'hui améliorées, nous affirmons qu'aujourd'hui, on ne peut pas en rester là. Donc c'est une des raisons qui nous a poussé au printemps dernier de relancer ce dossier, même si on ne l'avait jamais enterré. On avait toujours on avait toujours une attention toute particulière sur ce dossier, on rencontrait régulièrement les salariés.
Mais au printemps dernier, on a à nouveau eu des salariés qui sont venus dans nos locaux, qui ont fait des nouveaux témoignages suite et après l'installation de cette aspiration collective qui était censée, au dire de l'employeur, répondre à tous les risques. Et on avait même, là pareil, je vous invite à relire ce qu'elle avait dit, il n'y aurait même plus besoin de protection individuelle, de masques dans l'atelier, tout était réglé, tout allait bien. Sauf que ces mêmes salariés qui sont venus trouver ont décrit les mêmes symptômes que les précédents, à savoir quelques saignements des irritations cutanées, mais surtout un état de fatigue anormal. Pour des jeunes notamment de 25-30 ans, ne pas pouvoir faire du sport, voilà, tout le temps en permanence fatigué, ça doit nous alerter. Donc ces différents témoignages nous ont nouveau décidé à entreprendre de nouvelles démarches. Vous trouverez dans le dossier de presse qu'on vous a remis l'ensemble des différents courriers d'interpellation des services de l'État que nous avons pu faire. Et je vous ai fait l'économie de leurs réponses puisqu'elles sont identiques à quasiment 1 an et demi, c'est-à-dire tout est sous contrôle, tout va bien, ne vous inquiétez pas, voilà, passez votre route, nous on s'occupe de tout. Sauf que ces salariés dans cette entreprise, ils continuent, à notre sens, de risquer pour leur peau. Je ne parlais plus long, mais je le crois réellement. Donc on a décidé, suite à cet immobilisme des services de l'État, de saisir la justice. Donc j'en dirai pas plus sur ce terrain-là, notre Machelon nous expliquera le contour de notre requête devant les instances judiciaires, mais ce n'est pas le but et le sujet majeur de notre interpellation aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite mettre en évidence, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a des salariés qui, dans cette entreprise, risquent leur santé à court terme, moyen terme, on n'en sait rien par rapport à ce qu'aujourd'hui. Mais il y a une certitude, c'est que si rien n'est fait, on se retrouvera en environnement recycling, devant le même scandale qu'on peut connaître dans une multitude d'entreprises. Le plus près de chez nous, ça serait peut-être Adiceo par rapport au cancer du rein, mais Christian nous en dira certainement quelques mots tout à l'heure. Mais au-delà, le scandale de l'amiante et bien d'autres cas sur ces activités industrielles. Donc voilà, c'est pas de gaieté de cœur qu'on saisit la justice, c'est pas pour se faire plaisir et pour avoir un papier dans la presse qu'on se met sur ce dossier, mais c'est vraiment dans l'intérêt général des salariés d'environnement recycling, mais plus largement des salariés de cette filière, où on développera un peu plus longuement tout à l'heure. Voilà donc un petit peu l'introduction que je souhaitais faire. Je vous propose, avant de repartir sur les interventions de différents intervenants, de visionner 2 vidéos prises dans l'entreprise. On va vous envoyer, Hicham, si on va le faire, mais on va vous envoyer 2 vidéos, une qui a été prise en 2013 avant notre intervention, et une en 2014, on pourra éventuellement faire des commentaires. Alors excusez-nous, on ne voit pas très clair, la salle est très éclairée, c'est pas forcément... on va visionner un peu gênant. Sinon on va les visionner sur un écran plus petit qui permettra de mieux voir. Après, cette vidéo, pour ceux qui se sont intéressés au dossier depuis le début, c'est celle qu'on vous avait déjà montrée en 2013, qui montre un enthousiasme quand même extravagant dans une entreprise terrible. C'est pire que le brouillard de Londres. Les salariés ne se voyaient pas 2 mètres d'intervalle l'un de l'autre. Donc ça, c'était 2013. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, 2014. Donc après installation de l'aspiration. Donc là, vous verrez qu'effectivement, si on y regarde très rapidement et très vite, donc là, comme c'est pas très net, on va aller vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément le niveau d'enthousiasme qu'on a connu. Et c'est une réalité. D'ailleurs, si c'est aujourd'hui, si c'est ça, c'est aussi parce que on est intervenu. Mais l'aspiration, contrairement à ce qu'on peut mettre en avant les employeurs, elle ne répond pas du tout aux obligations que ces salariés puissent travailler dans une sécurité pour leur santé optimum. Parce que vous pourrez voir dans les vidéos qu'on peut mettre à votre disposition, n'est pas inquiet là-dessus. Vous pourrez voir que ces salariés sont emballés, ramassent la poussière qui reste en suspension en arrivée au sol. Vous y verrez plein de petites paillettes fluorescentes qui sont en suspension. Et les salariés qui sont en train de travailler au balai, là, ils sont équipés seulement uniquement d'un petit masque en carton.
Donc ces salariés ne devraient jamais intervenir dans cet atelier. Donc voilà un petit peu, mais on pourra aller plus loin sur ces vidéos si vous voulez, mais voilà un petit peu ces éléments qui nous ont, pour nous, qui servent complètement d'éléments de preuve, hein, sans rentrer dans la confiance, mais voilà. 2013, avril 2014, avril 2014. Et la première, février 2013. Donc voilà un petit peu quel est le constat qu'on peut faire aujourd'hui qui nous oblige à nouveau nous engager. Je vous propose que Léna nous fasse un absence à cette table. Hein, je dois excuser. C'est Gérard Barard, médecin du travail, militant CGT, le médecin du travail en retraite, qui est à nos côtés depuis le début, mais les impératifs familiaux l'ont obligé, je crois, à ce moment-là. Il aurait bien aimé être à nos côtés aujourd'hui, mais il n'a pas pu être là. Qui est médecin de l'association. Donc il a travaillé, entre autres, à réaliser les gens aujourd'hui qui sont à nos côtés, un constat médical. Et Léna va vous faire une petite synthèse rapide. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que Laurent a dit. Il parlait des salariés qui sont balayés. Donc on a aussi de plus en plus pris conscience que les salariés qui sont ce qu'on appelle le démantèlement, c'est-à-dire juste en amont de cette chaîne Andela, la chaîne qui détruit les tubes cathodiques, ne sont pas non plus protégés. Et, nous avons donc reçu une vingtaine de témoignages, mais on a des témoignages très précis sur 11 personnes. Hein. Donc on ne se base pas non plus sur des rumeurs ou des choses comme ça. Ces personnes ont bien voulu décrire précisément ce qu'elles ont vécu et pour certaines même souhaitent sortir de l'anonymat et vont donc aussi pousser sans doute, c'est pas sans doute, vont aller plus loin dans leur démarche. D'autres ont souhaité garder l'anonymat pour des raisons qui leur appartiennent et que nous respectons. Mais nous, ce qu'on peut constater, c'est que tous les témoignages convergent, c'est-à-dire que tous décrivent des symptômes, comme des fatigues excessives. Alors ce sont principalement des jeunes qui nous ont apporté leur témoignage, des maux de tête, des troubles digestifs, et puis pour certains, des saignements de nez, des saignements qui sont anormaux. Alors déjà, ça nous interroge sur le fait que tous ces symptômes qui convergent n'aient pas à un moment donné été pris en compte par l'entreprise et les services de l'État à travers la médecine du travail. Et puis aussi l'organisme qui est chargé de pouvoir veiller à la sécurité des salariés comme la CARSAT. Donc, et nous, ils nous disent tous la même chose. Alors, l'hypothèse de l'origine de ces symptômes, évidemment, nous, on ne peut qu'à ce stade émettre que des hypothèses, puisqu'on n'est pas des scientifiques, et que ce ne sont que des témoignages qu'on nous rapporte. C'est qu'on a pu détecter un certain nombre de poudres de poussières nocives, et notamment le barium, l'antimoine ou le plomb. Et tous ces... Et on ne connaît même pas Annie Thébaumonian comprendra mieux que moi, l'effet cocktail, hein, c'est-à-dire la réunion de plusieurs... le contact de plusieurs métaux lourds. Mais il se trouve que ces métaux lourds en question, bizarrement, on retrouve tous les symptômes dont se plaignent les salariés qui ont bien voulu nous apporter leur témoignage. Hein. Alors par exemple, le barium, les symptômes, c'est la fatigue musculaire, les crampes, les troubles digestifs, les douleurs abdominales, les maux de tête. On le retrouve. Le plomb, en Thébaumonian, on en parlera beaucoup plus, on retrouve aussi les symptômes du plomb. Et puis, donc, nous apportant tous ces éléments, évidemment, comme le disait Laurent, nous, on a souhaité les accompagner plus loin et surtout, non seulement les aider dans leur démarche, mais pour pouvoir, à un moment donné, faire en sorte que tous les salariés de cette entreprise soient protégés. Alors, on nous oppose... alors, les risques, brièvement, hein, ce sont des risques, évidemment, de cancer, hein, et puis, pour la femme enceinte, d'anomalies dans le développement fœtal, pour les hommes, des problèmes de stérilité. Donc tout ça contribue malheureusement à élever leur inquiétude quant à leur avenir du point de vue de la santé, et dont des jeunes hommes qui ont travaillé et qui souhaitent avoir des enfants. Alors nous, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement
un suivi médical. Je vous le rappelle, au départ, il n'y avait aucune plombémie. C'est grâce à nos premières actions que les salariés ont commencé à être contrôlés au niveau des plombémies. Mais de notre point de vue, pas suffisant, puisque les plombémies restent aléatoires, hein, elles ne sont pas faites régulièrement. Et il avait même été préconisé très fortement qu'elles soient faites tous les 3 mois, notamment pour ceux qui travaillaient dans l'atelier Andela ou au démantèlement. Donc ça, ce n'est pas fait à ce jour. Les fiches d'exposition des salariés qui ont quitté l'entreprise ne sont pas données. Les analyses médicales, enfin les analyses de plombémie sont remises par les services administratifs de l'entreprise. Alors écoutez, ça nous interpelle un petit peu quand même quant à la confidentialité de ces données. Et puis récemment, alors écoutez, on n'est pas en mesure de prouver tout cela, mais on a quand même eu 2 témoignages de salariés qui ont été hospitalisés en urgence pour des cas de pneumonie. Alors vous allez me dire que c'est pas sûr que ce soit leur travail qui ait provoqué ça. Enfin, en tout cas, le médecin, le pneumologue qui a reçu la dernière personne dont nous avons connaissance, voudrait connaître les origines des poussières parce que, de son point de vue, il pourrait y avoir un lien. Hein, donc il souhaite le vérifier. Alors, tout ça, tout ce que nous, en tant que syndicat et en tant que union locale, et aussi à travers la démarche qu'on a aujourd'hui et puis dans les mois à venir, c'est bien de vouloir faire en sorte que dans cette entreprise, il y ait des mesures de prévention prises auprès des salariés, un système d'aspiration collective beaucoup plus puissant et adapté, puisqu'il semblerait qu'il ne soit pas tout à fait adapté, qu'il soit entretenu, hein, parce que ça non plus, d'après les échos qu'on a, on ne sait pas, qu'il y ait des douches dignes de ce nom, puisqu'il n'y a pas un nombre suffisant de douches et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un double vestiaire, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a un vestiaire où on est en civil, il y a un vestiaire où on dépose ses vêtements contaminés. Il n'y a qu'un nombre de douches insuffisant, donc en général les salariés rentrent chez eux sans se doucher. On demande un suivi régulier d'empoussièrement, et c'est-à-dire une analyse globale de tout l'environnement dans l'entreprise, des poussières qui contaminent l'environnement. On demande évidemment une plombémie à 3 mois, une maintenance de l'aspiration, je vous l'ai faite, qu'une information soit faite très clairement aux salariés des risques qu'ils encourent, et notamment on appuie sur la question des femmes et qui sont susceptibles d'être enceintes. Voilà, alors et puis un système... Comment? Oui, vous l'avez dans le dossier, donc on est dans les détails. Et puis, j'allais dire accessoirement, mais c'est important aussi, sur les questions d'environnement, donc toutes les questions d'entreposage, on sait qu'il y a les poussières de verre, etc., sont entreposées actuellement d'une manière assez sauvage, en tout cas de notre point de vue, on l'a déjà signalé, hein, monsieur le préfet, dans des hangars qui sont ouverts, productifs de gaz à effet, ni étanches. Et je vous engage à aller faire un petit tour en ce moment. Il y a des montagnes d'électroménagers, ils sont absolument incapables de faire face à tout l'électroménager qui est en train d'arriver en ce moment dans l'entreprise. Mais si ça participe au paysage montluçonnier, voilà, je m'interroge. Voilà, bon, si je peux, j'ai essayé de résumer. En tout cas, nous, on les voit, les salariés, ce n'est pas des fantômes, et je vous garantis que tout ce qu'on peut dire, on nous l'a dit, hein, on nous l'a décrit. C'est tous les salariés qui sont exposés ou seulement certains qui bossent dans certains nous, on pense que c'est tous, à plus ou moins degré, mais les témoignages qu'on a eus sont beaucoup de personnes qui ont travaillé soit dans l'atelier, soit dans l'atelier Andela, ou au démantèlement, c'est-à-dire quand ils défont la télévision. Mais on pense que sur l'atelier SB2, c'est-à-dire l'atelier où ils démantèlent le petit électroménager, ils sont aussi exposés. Et récemment, on a eu un témoignage anonyme d'une personne qui travaille assez loin, hein, qui est vers le conditionnement, et qui a des symptômes tels que je viens de vous les décrire. Malheureusement, ces personnes n'ont pas de plombémie, hein, ou ne sont pas contrôlées. Et je voudrais rajouter que dans l'atelier du petit électroménager,
On pense aussi que comme il y a du vieil électroménager, jusque dans les années, milieu des années 90, ces petits électroménagers contiennent de l'amiante. Juste sur cet aspect, je pense qu'Annie précisera un petit peu justement la crainte qu'on a justement sur le fait que ce soit l'ensemble des salariés de l'entreprise qui sont impactés par la question. Merci Annie, si tu veux. Alors justement, je voulais prendre un peu de champ par rapport à cette question du recyclage des déchets électroménagers électroniques, parce que c'est vraiment une filière de gestion de déchets à très haut risque. Et ça représente en nombre de salariés un nombre important. Là, j'ai les chiffres de l'emploi dans le secteur des déchets dans l'Union européenne. Pour la France simplement, et ça émane d'un magazine de l'Institut syndical européen, basé à Bruxelles, qui a fait un dossier sur ce sujet que je vous recommande, dont vous avez certainement les coordonnées dans le dossier, qui s'appelle « Déchets et recyclage des travailleurs en danger », les AMAG. Pour la France, en 2008, on était à 106 900 salariés. En 2011, on est à 113 100 salariés. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un problème marginal, on est sur une filière en pleine expansion et on a des conditions de travail d'un autre âge. Ce que j'ai voulu faire pour vous donner quelques informations de nature scientifique et technique, j'ai repris la documentation, et notamment la documentation de l'INRS, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site de l'INRS. J'ai mis un petit schéma dans le document qui est dans notre revue de presse, le recyclage des écrans actifs cathodiques, qui montre justement quels sont les risques aux différentes étapes. Et pour répondre à la question qui vient d'être posée, en fait, la pollution par ces poussières concerne tous les postes. Démantèlement des écrans, stockage, transport, préparation du tube cathodique, dépollution des tubes par le procédé de broyage, puisque c'est celui qui est utilisé dans cette entreprise, et enfin les problèmes de stockage en zone non étanche. Donc on est dans une situation où, en fait, très rapidement, l'écran est désossé, les tubes cathodiques sont concassés, et ensuite passer au pulvérisateur pour en faire une poussière extrêmement fine, de l'ordre des nanoparticules. Et cette poussière pénètre partout. L'INRS préconise que ces opérations soient faites dans un broyeur en système clos, raccordé à un réseau de captage et de filtration avec rejet extérieur de l'air traité. Ce qui n'est pas du tout la même chose que d'avoir simplement un aspirateur. Donc, qu'on soit clair, l'installation d'un aspirateur ne répond pas à la nécessité d'empêcher les poudres de contaminer toute l'entreprise. Et d'ailleurs, les photos et vidéos qui vous ont été présentées et que vous pouvez avoir le montrent, il y a de la poussière partout. Et donc, aujourd'hui, dans la situation actuelle, non seulement il faudrait mettre en place ce système, mais il faudrait au préalable arrêter l'installation et faire un dépoussiérage de l'ordre de ce qu'on fait quand on fait du désamiantage, avec les techniques du désamiantage. Dans un système qui correspondrait à ce que décrit l'INRS, le nettoyage des postes doit être fait à l'humide et avec un aspirateur adapté. Les auteurs de la brochure INRS précisent que la protection individuelle ne peut être envisagée que lorsque toutes les autres mesures d'élimination ou de réduction des risques s'avèrent insuffisantes. Donc il y a là une situation totalement anormale, puisqu'elle a commencé par aucune protection, ensuite des protections sommaires qui ne sont pas des protections,
Puis maintenant, un espèce de colmatage avec un peu d'aspiration, un peu d'équipement un peu plus sophistiqué. Alors, je reviens sur les polluants. Vous l'avez aussi dans votre dossier de presse. Je ne vais pas tous les détailler, mais si je prends simplement le plomb, alors le plomb c'est un toxique qui est connu depuis l'Antiquité et pour lequel on a aujourd'hui des connaissances suffisantes pour savoir qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y ait pas d'effet toxique. Les effets toxiques du plomb, c'est un neurotoxique, c'est un reprotoxique, c'est-à-dire un toxique pour la reproduction, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et c'est un cancérogène. Pour le plomb, un pays comme le Canada considère que la valeur de plombémie ne doit pas dépasser 12 microgrammes par litre. Cette valeur est une valeur limite qui est en usage au Canada. En France, on a un avis du Haut Comité à la santé publique du mois de juillet 2014 qui préconise cette même valeur, mais seulement pour 2017. Et de toute façon, la pandémie, ce n'est pas la meilleure mesure, c'est-à-dire c'est une mesure d'alarme sur une situation qui est déjà une situation où les salariés sont contaminés. Une expertise INSERM qui date de la fin des années 90 expliquait que le plomb a ce qu'on appelle une demi-vie sanguine, c'est-à-dire la moitié de la quantité de plomb qui a pénétré dans l'organisme et dans le sang disparaît entre guillemets entre 20 et 30 jours. Donc au bout de 20 et 30 jours, à 30 jours après la contamination, la plombémie diminue naturellement entre guillemets, sauf que le plomb est stocké dans les eaux. Et on a aujourd'hui des possibilités de mesurer le plomb dans les eaux. Des associations comme l'association des familles victimes du saturnisme, l'association Envisera, nous demandons depuis des années que cette technique soit utilisée pour les travailleurs et pour les enfants dans des problèmes de contamination. Et l'INSERM ajoutait, la plombémie est une mesure ponctuelle ne reflétant ni l'exposition passée, ni le cumul des doses absorbées, ni la charge en plomb de l'organisme. C'est dire qu'on ne peut pas fonder la prévention sur la plombémie. Le seul moyen, c'est d'identifier la présence de plomb, comme ça a été fait à l'initiative du syndicat, pour essayer de savoir ce qu'il y avait dans les poussières. Alors après, le plomb n'est pas le seul, loin de là, puisque si je prends la liste des 28 substances identifiées, vous avez le cadmium, vous avez le cobalt, vous avez l'aluminium, le zirconium, le beryllium, le nickel, un ensemble de substances qui sont soit reprotoxiques, soit cancérogènes, soit neurotoxiques, soit parfois les trois en même temps, comme pour le plomb. Donc on est dans une situation d'exposition critique de salariés qui sont mis en présence de polluants dont on sait depuis des années que ce sont des polluants extrêmement toxiques, pour lesquels il y a des réglementations, pas pour tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, pour lesquels il y a même des tableaux de maladies professionnelles, et on sait que quand une substance arrive dans un tableau de maladies professionnelles, c'est que vraiment, vraiment, il ne peut pas faire autrement. Donc, on est dans cette situation-là. Il y a une réglementation du travail qui, de mon point de vue, n'est pas du tout appliquée. Il n'y a pas d'évaluation rigoureuse et continue des risques, alors que l'évaluation des risques est une obligation, et d'autant plus quand il s'agit de produits toxiques, tels que ceux qu'on a, notamment cancérogènes ou toxiques pour la reproduction. Donc, toutes les exigences de la réglementation CMR, donc cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, je ne vais pas les détailler, ne sont manifestement pas mis en œuvre, puisque la philosophie du décret sur les cancérogènes dans le Code du travail, en fait, organise l'absence de tout contact
entre les toxiques et les salariés intervenant dans le processus de travail de l'entreprise et pour l'ensemble des salariés. Un dernier point que je trouve extrêmement préoccupant, c'est le statut des salariés, puisque c'est le recours permanent à des travailleurs temporaires en CDD dit d'insertion ou intérimaires et dans une situation de sous-traitance. Alors, pourquoi je dis dans une situation de sous-traitance? Parce qu'on a deux entreprises, Environnement Recycling d'un côté, Eve de l'autre. Environnement Recycling, c'est l'entreprise qui a les certifications pour le démantèlement de ces déchets. Et de l'autre, on a une entreprise de main-d'œuvre. On est donc dans une situation de mise à disposition, donc en d'autres termes de sous-traitance, de travailleurs, de mise à disposition de ces travailleurs dans une entreprise à risque. Dans ces conditions-là, un plan de prévention devrait être systématiquement fait. Par ailleurs, comme il s'agit d'une tâche permanente, les travailleurs temporaires devraient être les contrats temporaires devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, parce qu'on n'est pas dans une surcharge ponctuelle de travail de cette entreprise, on est bien dans l'activité permanente de cette entreprise. C'est ce qu'on appelait autrefois le marchandage de main-d'œuvre, qui est toujours interdit, mais les aménagements entre la sous-traitance et le travail temporaire ont fait qu'on a perdu cette notion qui remontait à 1848 quand même. Et enfin, le Code du travail interdit le recours au travail temporaire pour la réalisation de travaux dangereux, dont la liste est citée dans le Code du travail. J'ai mis l'article correspondant. Alors, il n'y a pas toutes les substances qui sont là, mais il y a au moins 2 ou 3, notamment par exemple le beryllium et le cadmium. Donc rien que le fait qu'il y ait exposition à ces substances, qui sont soit dans les tubes cathodiques, soit dans les poudres fluorescentes qui sont derrière les écrans, on a donc une situation caractérisée de danger dans laquelle des travailleurs temporaires sont employés, interviennent de façon permanente sans avoir l'information. Ça aussi, ça fait partie de la réglementation du Code du travail. On ne fait pas intervenir des salariés sans leur dire quels sont les risques, qu'est-ce qu'ils encourent comme type de danger avec ces risques. Donc, la situation de Environnement Recycling, qui est une situation qui malheureusement, probablement, est amenée à durer puisqu'on est loin d'avoir terminé de démanteler tous ces écrans cathodiques, et puis il y aura autre chose derrière. C'est vraiment très très préoccupant de voir la situation telle qu'elle est. Et moi, comme chercheur en santé publique, je peux dire que j'ai été très impressionné de voir que ce dossier ne remportait pas, n'était pas traité de la manière que je pouvais attendre, puisque au mois de juillet, j'ai proposé d'accompagner la CGT pour rencontrer le directeur régional de la Directe, et que le directeur régional de la Directe a refusé de me recevoir. Certains chercheurs parlent, quand on parle de ces substances dangereuses, de leur addition d'effets démultiplicateurs de dangerosité. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a effet démultiplicateur en l'espace et si vous avez pu en évaluer l'importance? Alors, le problème que vous soulevez, c'est les effets de synergie entre plusieurs polluants. Malheureusement, la recherche biologique s'est très peu intéressée à cette question. Le chercheur qui a été le plus loin jusqu'à présent dans ce domaine-là, c'était celui qui a mis le problème de l'amiante sur la place publique dans les années 60. Il s'appelait Erwin Selikov et il a mis en évidence la synergie
exponentielle lorsqu'on a exposition à l'amiante et au tabac. Et en montrant que la multiplication du risque lorsqu'on a les deux est 50 fois plus dangereuse que lorsqu'on a l'un ou l'autre. Tous les travaux quand même actuels montrent que très souvent, alors sur par exemple, on a le problème des pesticides. Je pense au dossier de cet agriculteur dont vous avez peut-être entendu parler, Paul François, qui a plaidé et gagné contre Monsanto. Son problème d'intoxication est venu de l'interférence entre les deux produits, les deux molécules qui étaient dans le fameux pesticide, le Lasso. Il y avait l'alachlore qui est un cancérogène et qui est aussi un perturbateur du métabolisme du deuxième qui est le chlorobenzène, qui est un neurotoxique. Et le cumul des deux a entraîné toute une série de symptômes qui étaient en fait, qui a été expliqué par les toxicologues, je dirais reconstitué a posteriori, mais malheureusement Monsanto n'a jamais fait les études là-dessus et ne veut surtout pas les faire. Et de façon générale, la recherche, alors je peux dire que j'ai un bouquin qui va sortir d'ici 1 mois et demi qui porte justement sur les limites de la recherche et la manière dont elle a été, dont elle est sous la coupe des industriels. Et justement, un des points sur lesquels les industriels sont très vigilants, c'est à ce qu'il n'y ait pas de recherche sur les effets de synergie entre les différents domaines. Mais ça ne vous empêche pas des laboratoires indépendants de le faire, ça. Le problème, c'est qu'il y a si peu de laboratoires indépendants que malheureusement, à l'heure actuelle, la toxicologie industrielle a été démantelée au CNRS. Les deux équipes qui existaient, c'était Henri Pézra, qui a pris sa retraite en 1993, et son équipe a disparu. Elle était spécialisée sur la toxicité des composés inorganiques, c'est-à-dire l'amiante et tout ce qui est minéraux. Et l'autre labo, c'était un labo de chimie organique qui était dirigé par André Picot, et il s'est passé la même chose, même avant la retraite d'André Picot. Donc on n'a plus de laboratoire véritablement indépendant. Il y a des toxicologues qui essayent de faire du boulot, je sais qu'il y en a à Grenoble, il y en a enfin, dans différentes villes de France, mais officiellement, au CNRS à l'heure actuelle, on n'a pas de véritable équipe indépendante de l'industrie qui fasse de la recherche fondamentale sur ces questions-là. Quelques questions, vous nous dire un petit peu. Oui, simplement expliquer pourquoi on est là. C'est d'abord pour défendre des êtres humains, des hommes et des femmes. Nous, notre expérience, c'est d'abord, champ connu dans le temps ce qu'on appelait Saint-Gobain, c'était dans la Seine. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 78 morts en cours d'activité. Donc, entreprise qui a fermé en 1983. J'ai travaillé 17 ans dans cette entreprise. Et puis, derrière, eh ben, il y a Dicéo. À Dicéo, au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 40 cancers du rein, et 13 décès. Alors l'importance de notre soutien, c'est-à-dire que nous, on est là pour apporter cette fameuse expérience, entre parenthèses, des luttes qu'on a menées pour faire reconnaître d'abord en priorité cette maladie professionnelle qui n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles. Et suite à une grosse médiatisation, donc on peut être contre, c'est-à-dire plus de 40 médias à l'époque, on a pu obtenir la reconnaissance de ces maladies professionnelles. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les gens sont tous reconnus. À la suite de ça, on est allé sur la faute inexcusable de l'employeur. Et on s'est aperçu, et là je voudrais peut-être faire le parallèle entre ce qui se passe chez Recycling et à Dicéo, c'est-à-dire qu'on a eu une entreprise qui nous a menti du début à la fin, à savoir qu'ils avaient dit au tribunal
qu'ils allaient apporter les preuves de recherche sur ces fameuses molécules, en l'occurrence le chloracétylC5. Ils ont été incapables de fournir donc aucune étude justement sur ces recherches, ce qui s'avait soi-disant fait. Donc on s'est retrouvé sur un mensonge. Et ce mensonge, on voit bien à l'heure actuelle l'importance, c'est-à-dire que même sur 2014, on a encore 2 cancers du rein supplémentaires. 2 en 2013, 2011, et ainsi de suite. Ça veut dire que les pollutions qu'il y a au niveau industriel, comme disait Henri Pézra, avec qui on a créé l'association, malheureusement, ne touche jamais qu'un organe. Et bien souvent, on s'aperçoit avec un temps de latence, voire on voit bien pour l'amiante, et puis même nous pour la chimie, hein, c'est 30 ans, 40 ans après, qu'on se retrouve avec des cancers. Voilà, donc nous, simplement, on vient apporter donc, notre expérience, aider, et puis sensibiliser quand même les salariés, parce qu'on voit bien ce qui se passe un peu dans l'entreprise. Ce qu'on regrette, le peu qu'on sache, nous, c'est qu'on a affaire, ce ne sont pas des industriels. Donc avec très peu de connaissances des risques professionnels, le peu qu'on peut savoir. Hein. Et moi, je vous dis une chose, qu'il va falloir être très très vigilant par la suite pour savoir l'évolution de ces problèmes et de ces maladies. Voilà ce que je voulais apporter. Et on apporte notre soutien justement à ce combat. Avec l'association Henri Pézra, qui, j'ai oublié, regroupe pas que ce combat-là, hein, c'est-à-dire le nucléaire, sachant les problèmes qu'il y a de sous-traitance dans le nucléaire, le saturnisme, l'aluminium, l'amiante, et nous qui représentons la chimie. Voilà. Donc c'est un combat permanent, et voilà pourquoi on est derrière la CGT. Oui, la présence de la structure que je représente à la dimension régionale de la CGT, c'est pour dire que ce dossier emblématique, qui avec un certain nombre d'éléments graves qui apparaissent là, c'est l'importance de le prendre en compte au-delà, et dans le soutien à l'union départementale et à l'UL, plus largement dans la CGT, déjà dans cette dimension régionale, mais au-delà, nous avons alerté la Confédération spécifiquement sur ce dossier, aussi en tant qu'éclairage, comme le disait tout à l'heure Annie, sur cette filière, parce que ce qui se passe ici, ce qui se passe dans cette entreprise, il n'y a pas de doute qu'on peut le retrouver dans de nombreuses autres entreprises du secteur. On voit que là, on combine 2 éléments, donc des salariés qui sont dans des situations particulières, qui sont des salariés en insertion, donc on va dire quand même qu'ils sont fragiles et vulnérables, et une filière relativement récente qui est celle du recyclage et en pleine expansion. Et également parce que la dimension régionale, vous le savez, les différents acteurs de la santé au travail, de la prévention dans le secteur de la santé au travail, sont des dimensions régionales comme la DIRECT, la CARSAT, etc. Donc c'est aussi à ce niveau-là qu'on peut porter ce dossier. Ok, Maître Lachon, si vous voulez peut-être préciser, oui, sans rentrer dans le détail de ce qui est... On ne va pas rentrer dans les détails, dans le sens où d'abord l'intervention que l'on fait à l'heure actuelle sur un plan juridique est extrêmement récente. Elle remonte en juillet 2014, où au nom d'anciens salariés, car ceux pour lesquels on intervient sont des anciens salariés qui étaient sous contrat de durée déterminée d'insertion, c'est-à-dire dans des conditions tout à fait très précaires au niveau du travail, sont venus apporter dans un premier temps des éléments qui étaient troublants sur leurs conditions de travail et surtout sur leurs conséquences au niveau de leur état de santé. Et l'union locale comme l'union départementale se sont mis avec ces salariés par mon intermédiaire
pour saisir le procureur de la République, car le procureur de la République a été saisi par mes soins le 11 juillet 2014 pour obtenir qu'une enquête soit diligentée et soit, on peut dire, formalisée, car aujourd'hui, on ne sait pas. Je ne me permettrai pas d'affirmer des choses, je n'irai pas faire des actions très directes, car je n'ai pas les éléments pour le faire. Tout ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a des conditions de travail ignobles, qu'il y a malheureusement des salariés, notamment un qui, je crois, est dans cette salle, qui présente des problèmes de santé importants et il les présente après un passage dans cette société et que par voie de conséquence, il y ait des vérifications, des investigations, car moi, je l'ai écrit à monsieur le procureur, j'estime qu'il y a des manquements à l'obligation de résultat de sécurité et qu'on arrive peut-être par la suite à un problème de blessure involontaire, mais ça, c'est pas moi qui en déciderai. Ça sera le parquet à la suite, bien sûr, des investigations auxquelles il s'est engagé à faire, puisque depuis le 16 juillet, je crois, une enquête est à l'heure actuelle en cours. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics, tout au moins la justice, est officiellement engagée à poursuivre l'action, puisque nous avons fait le nécessaire dans ce sens. Malheureusement, on ne peut pas vous dire à quelle date on aura le résultat des investigations, car je pense que pour notamment les salariés en question, il y aura des expertises médicales, il faut que l'on vérifie dans quelles conditions ils ont été recrutés, dans quelles conditions ils ont travaillé, dans quelles conditions ils se trouvent aujourd'hui, car on ne sait pas, moi je ne peux pas me permettre d'affirmer, si ce n'est qu'il y a des choses qui sont troublantes, il y a des choses qui le sont sur le terrain matériel, ça a été dénoncé par mes soins, il y a des problèmes assez nourrissants sur les poussières, et il y a surtout le résultat aujourd'hui, je pense à monsieur ici présent, qui va encore passer des examens lundi et mardi pour son dossier, dans le sens où il est affecté de problèmes, et nous estimons, nous pensons, mais je ne suis pas médecin, nous pensons que c'est à la suite de son passage et de son travail dans cette société que malheureusement il présente les problèmes qu'il vit. Donc voilà un petit peu et brièvement, parce qu'aujourd'hui la balle est chez M. le procureur, elle est chez les enquêteurs. On verra ce qu'ils vont décider. Ils peuvent bien sûr classer sans suite, ils peuvent estimer que, ils peuvent éventuellement ouvrir une information judiciaire entre les mains d'un juge d'instruction, ou ils peuvent, si les éléments qu'ils ont pu recueillir sont suffisants, et je le pense, ils peuvent renvoyer directement au conseil correctionnel les sociétés en question, ainsi que leurs dirigeants, pour ces manquements à l'obligation de résultat de sécurité, et à ce moment-là, certainement, en retenant le délit de blessure involontaire, mais ça, c'est simplement quelque chose d'hypothétique, puisque à l'heure actuelle, il y a simplement la mise en place d'une enquête judiciaire qui a été mise en place, et ce n'est pas autre chose aujourd'hui. Je n'ai pas d'éléments matériels à vous présenter. Je peux vous donner le numéro d'enregistrement du dossier au parquet pour la preuve qu'il est bien saisi, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui où en sont les investigations, car elles relèvent uniquement du parquet et bien sûr des services de police qui ont été, on peut dire, réquisitionnés pour ce faire. Voilà. Juste un petit complément. Alors oui, il y a une chose, parce qu'il est marqué, attendez, parce qu'il y a une chose qui est assez amusante. Le journal La Montagne a écrit Environnement, Recycling et CGT, plainte contre plainte. Alors là-dessus, je ne sais pas ce qu'il en est, dans le sens où, à ma connaissance, et pour être quand même en relation, on peut dire, presque permanente, tant avec M. Indusiac qu'avec Mme Blanc, ces deux derniers n'ont pas reçu la moindre convocation, le moindre document sur une éventuelle plainte qui aurait été déposée contre la CGT. Je tiens à l'indiquer. Donc, lorsqu'on vient me dire que la CGT ferait l'objet d'une plainte pour diffamation, permettez-moi d'être un petit peu interrogatif, dans le sens où aujourd'hui, 5 septembre 2014, à notre connaissance, il n'y a rien. Et deuxièmement, je tiens bien aussi à rappeler que la démarche que l'on fait sur un terrain judiciaire est surtout pour obtenir l'organisation d'une enquête. Si j'étais sûr
réellement sûr, si j'avais tous les éléments dans mon dossier pour affirmer que j'attendrai même pas, on peut dire une enquête, je ferai une citation directe devant la juridiction répressive, mais j'estime qu'il faut être prudent, surtout lorsque l'on parle de l'état de santé de salariés, car je ne suis pas médecin, la CGT n'est pas un hôpital par ailleurs, donc nous, on a simplement enregistré à la fois des dires, on a aussi vu des documents médicaux qui sont quand même assez impressionnants, et c'est la raison pour laquelle tout ceci doit être vérifié. Donc lorsqu'on me dit plainte contre plainte, d'une part, pour moi, il y a une demande d'enquête qui est faite par la CGT face à une plainte qui n'est pas connue de la CGT. Donc voilà la réponse que je peux faire sur le terrain de l'article qui était paru récemment à ce niveau. Juste un complément sur, avec la prudence qui s'impose, puisque tout ce qui peut être dit ou écrit, pour nous emmener sur le terrain de la diffamation, mais on est relativement à l'aise sur ce qu'on a. Nous, on dit qu'on est certainement, et qu'on a mis certainement en évidence, qui sera, et ce qui est pour nous déjà certainement un scandale sanitaire. Scandale sanitaire qui est d'autant plus scandaleux pour aussi une autre raison, c'est qu'on a aussi affaire, on n'a pas précisé, tu l'as dit, tu as parlé d'insertion, mais on a quand même affaire à un public particulièrement vulnérable dans cette entreprise. Parce que sous couvert de l'insertion, on fait prendre un danger quand même grave à ces salariés. Et bien entendu, c'est difficile pour ces salariés qui sortent de parcours éminemment compliqués, professionnellement, personnellement, et quand ils trouvent un travail, eh bien, ils s'y accrochent. Et les employeurs, ils en profitent. Et ça, on tient à le dénoncer parce que c'est un scandale. Mais il y a aussi peut-être aussi un autre scandale sur lequel nous, on souhaite intervenir aussi, et sur lequel on a, et pour lequel on a interpellé les services de l'État compétents, c'est peut-être aussi un scandale environnemental. Parce que ces matériaux qui sont démontés dans ces chaînes de production, avant de partir, ils sont d'abord, dans un premier temps, entreposés très près des salariés, mais aussi autour de l'entreprise. Et grâce à notre action, je vous rappelle pour ceux qui sont du bassin, c'est qu'il y avait plus de 6000 tonnes de déchets entreposés autour d'entreprises en février 2013. Suite à notre action, l'entreprise a été mise en demeure d'évacuer ces déchets. Ça a pris presque 7 ou 8 mois avant que ces déchets soient évacués. Et là, on a la preuve. Des photos qui sont quand même éclairantes, c'est que ces déchets, ces poussières ont été entreposées à même le sol, aux 4 vents, des infiltrations d'eau. Ça, on en a la preuve, on les apportera le temps voulu s'il le faut. Et d'ailleurs, la préfecture nous a donné raison à ce qu'on disait, puisqu'ils ont donné l'obligation à l'employeur de partir. Sauf qu'aujourd'hui, donc des gens s'interrogent sur la pollution du site et autour du site. Il y a des riverains, il y a des entreprises, il y a une activité de cette entreprise, on est inquiet. Donc on a aussi demandé, dans les différentes services de l'État auxquels on s'est adressé, c'est qu'il y ait aussi une campagne d'analyse des champs environnants et de l'environnement autour de l'entreprise. J'ai fait juste un appel du pied, on est un peu seul sur ces aspects, les associations environnementales pour l'instant qui ont tout ce dossier en main ont été très discrets sur le dossier, mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, ils vont aussi se réveiller. Donc ce stockage, aujourd'hui, effectivement, il est évacué autour de l'entreprise. Nous avons notre connaissance, et nous avons les adresses, donc c'est tout à fait démontrable, qu'aujourd'hui, il y a au moins minimum 2 sites de stockage de ces déchets qui sont dans Montluçon et autour de Montluçon, dont un rue Eugène Sue, dans les anciens ateliers Méral. Je vous invite à aller voir, parce qu'en plus, ce bâtiment est ouvert. Donc n'importe qui peut y aller, un gamin, un enfant qui peut aller jouer dans ces poussières. Je vous invite à y aller, nous avons des photos. Il y a des milliers de tonnes de poussière stockées dans un bâtiment dont les vitres sont cassées, le vent peut s'engouffrer. Il y a des infiltrations d'eau et c'est ouvert. Voilà, n'importe qui peut y rentrer. Et c'est en pleine zone d'activité, il y a un magasin qui est à pas 5 mètres du bâtiment. Donc là aussi, on dit qu'il y a nécessité à s'interroger fortement sur la situation du stockage de ces déchets, parce que je crois que là aussi, ça met en évidence quand même. Et puis, je ne vais pas présager de ce qu'est l'avenir, mais sur cette filière, aujourd'hui, il semble quand même que le retraitement de ces déchets en bout de course soit complètement bloqué. On ne sait plus quoi faire de ces tonnes de déchets. Donc ça remet en cause l'ensemble de la réflexion qu'on doit avoir dans cette démarche. Mais à court terme, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Donc on faut éviter de déplacer le dossier d'un site à un autre, parce qu'on va polluer. Donc voilà, toutes ces interpellations, on tient à les faire, parce que je pense qu'elles sont quand même, mais elles sont graves.
Donc un petit peu, je vous remercie, mais on est questions-réponses, on est prêt à répondre aux questions sans problème, mais je vous remercie de votre attention, et parce qu'on a monopolisé de votre temps, mais je pense qu'il était utile d'avoir toutes ces précisions dans un dossier où on reste prudent, mais où, je le dis, les obstacles sont nombreux, je le dis clairement. Les salariés eux-mêmes qui viennent nous voir subissent des pressions. J'ai aucune difficulté à le dire, même si eux, ils sont mal à l'aise parce qu'ils n'osent plus s'exprimer publiquement, mais moi je le dis, on parle en leur nom. Parce que ces gens-là aussi, hein, les gens qui travaillent dans... Moi, je vais vous prendre une expression qui a été dite par un salarié, je pense qu'il est parlant. Le salarié est venu dire on traite des déchets, on traite, et nous, on est pris nous-mêmes pour des déchets. C'est vous dire quelle perception ils ont des choses. Donc, ils pensent que ce sont des sans grades et des sans droits, que quoi qu'il arrive, on ne pourra rien dire. Donc, nous, on se fait le porte-parole de ces gens-là. Donc, ça, c'est important de le dire. Donc, nous, on est prêts, on est déterminés. La justice fera son travail, on continuera de le faire syndicalement et avec les associations qui nous sont à nos côtés. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je le répète, de toute façon sur ce dossier, on ira au bout de ce qu'il faut faire pour que les salariés qui sont dans l'entreprise ne risquent plus leur santé, mais aussi ceux qui ont travaillé, à un moment donné, qu'on leur rende des comptes. Parce qu'il n'est pas normal qu'on entend des employeurs qui disent aujourd'hui, chemin faisant, on a découvert que tout a été mis en place et toutes les prérogatives étaient connues en 2009 pour le lancement de l'activité qui a commencé en 2011. Donc on ne pouvait pas dire « je ne savais pas ». Voilà, donc, oui, nous on a tenu ça aussi, c'est surtout la fuite en avant du pouvoir public, que ce soit le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé, le ministère du Travail. On a bien vu, à l'ICO, on fabrique toujours de la vitamine A avec du chloracétal-C5. C'est-à-dire que ceux qui connaissent un peu la chimie, on peut jamais dire qu'une entreprise est sécurisée à 100%. C'est-à-dire que les pollutions existent encore. Il y a eu une grosse amélioration, et on peut le dire, grâce à nous, sur les 11 ans qu'on a combattu et qu'on a prouvé les problèmes. Mais en définitive, c'est pour des marchés économiques. Il va falloir prouver aux Chinois, entreprises chinoises, que la vitamine A est un cancérogène, c'est-à-dire que la vitamine A est robotoxique, donc il fait partie des CMR. Il va falloir prouver aux Chinois qu'il va falloir faire une autre procédure pour faire de la vitamine A. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intérêt économique, et quand on interroge, on a bien vu l'étude qui a été faite par l'Institut de vie sanitaire, 7 ans de gâchis et d'argent public pour accoucher de rien, quoi. On voit bien la pression du lobby derrière, il faut dire le mot comme il est, et on a affaire maintenant à la santé publique qui est complètement anéantie par les lobbies. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, vous êtes prête, vous parlez de 6 salariés on saisit les problèmes, on en élève de la CGT. Oui. Combien de salariés sont concernés en tout, à part ces problèmes de santé éventuels? L'entreprise, c'est 190 salariés. C'est 207 aujourd'hui. Mais 207, plus, mais on peut estimer. Vous avez été contacté par combien de personnes? Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas voulu porter plainte, pas aller en justice, je ne sais pas. 11, une vingtaine de personnes, 11 dont on a vraiment recueilli très précisément le témoignage. Et des dossiers par rapport aux données qui sont, à ma connaissance, pas encore déposés. Non, voilà. pas du tout. Hein? Donc ça aussi, c'était dit dans le journal, il me semble que nous avions déposé... oui. J'ai anticipé, mais c'est plus une question. Mais voilà, c'est en cours. Hein. Non, mais moi je l'avais indiqué qu'il y avait des dossiers qui seraient déposés. Voilà. Au moins 6 aujourd'hui. Il y en a 6 dont les dossiers sont complets pour nous. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a pu s'en servir dans la saisie qu'on a fait au parquet. C'est-à-dire qu'on donne depuis le contrat de travail et tous les documents médicaux pour chaque salarié. Il y en a d'autres pour des raisons, je dirais, qui ne sont pas très honorables pour l'employeur, qui n'osent pas de peur de représailles. Parce que je crois qu'il y a des pressions qui sont exercées sur certains salariés. Et ils pensent que s'ils
déposaient ou s'ils engageaient une procédure, ils auraient des difficultés à retrouver du travail sur le bassin. Là, mais ça aussi, c'est difficile à trouver. Hein. Moi, j'ai des dossiers de certains salariés qui me disent je veux bien vous les montrer, mais cependant, il ne faut pas vous en servir, ou tout au moins. Peut-être que quand la machine judiciaire sera réellement enclenchée, on se raccrochera au wagon, mais pour l'instant, il n'y en a que 6 qui vont au combat, qu'on soit clair. On a connu ça aussi, nous. Ah oui, non, mais on a démarré à 9. Je vous fais remarquer que pour l'amiante, ça a commencé pareil. Maintenant, c'est des wagons, sans jeu de mots, de salariés qui vont faire reconnaître leurs droits, mais dans un premier temps, ils étaient peu nombreux.